Répondent clairement à des questions directes et précises. La pression militaire alliée est de plus en plus forte. On a dépassé sur le terrain le stade des escarmouches. Et ici au Pentagone, tout au long de la journée, on nous a répété, nous sommes prêts à y aller dès que le président donnera l'ordre de l'assaut. Et le président n'hésitera pas, en sachant qu'il bénéficie de l'appui massif de l'opinion, et malgré les risques évidemment de lourdes pertes dans les rangs américains. Si la réponse de Bagdad n'est pas satisfaisante, eh bien c'est la guerre. Merci Jacques Abouchar, et bien sûr si vous avez la première réaction aux déclarations de M. Ignatenko, nous vous appellerons immédiatement. En France, François Mitterrand a appelé George Bush au téléphone et l'Élysée a ensuite fait savoir que Saddam Hussein prenait, je cite, la responsabilité de la poursuite de la guerre jusqu'à la libération du Koweït. Le porte-parole de l'Élysée, Hubert Védrine, a ajouté une fois de plus, Saddam Hussein refuse d'appliquer les résolutions de l'ONU. Dans l'après-midi, le chef de l'État avait poursuivi ses entretiens politiques en recevant successivement les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Laurent Fabius a notamment qualifié de discours suicide l'intervention de Saddam Hussein. Véronique Saint-Olive. C'était tout à l'heure vers 17h. François Mitterrand a déjà reçu Alain Poher, le président du Sénat. Laurent Fabius sera à son tour du bureau du président de la République. Les deux hommes viennent d'analyser à chaud le message de Saddam Hussein. Que j'ai entendu apparaît un discours de rejet et on pourrait dire un discours suicide. Si c'est le cas, eh bien, il faudra serrer les rangs autour de nos soldats. Une heure plus tard, à Matignon, Michel Rocard a donné rendez-vous aux parlementaires, toutes étiquettes confondues. Déjà, personne ne semble plus y croire. Autant que j'ai compris, il a dit non, et même dit non de façon tout à fait nette, alors que certains craignaient que ce soit encore une réponse ambiguë. Alors qu'une porte, une fois de plus, avait été ouverte, Saddam Hussein vient de la claquer brutalement. Il portera l'entière responsabilité de ce qui va se déclencher maintenant. Je crois qu'il a choisi le suicide collectif. Seul le communiste Charles Lederman espère encore. Les 80 minutes de conversation avec le Premier ministre n'ont pas fait remonter les morales. On s'accroche pourtant à la dernière inconnue. On ne voit plus très bien ce qui peut se passer sur le plan diplomatique. Sauf, encore une fois, si Tarek Aziz arrivait à Moscou avec une réponse qui serait de nature différente de celle que contient le discours de Saddam Hussein, mais c'est peu probable. Vous êtes déçu par la réponse de Saddam Hussein ? Bien sûr, comme tout le monde. Ce soir, la déception est déjà dépassée. Elle a fait place à l'inquiétude et Michel Rocard n'a rien pu faire pour la dissiper. Une attaque terrestre imminente. On n'a pas le temps, excusez-nous. Pierre Serra, il y a donc eu ce discours assez ferme, assez dur de Saddam Hussein. Ce soir, on attend la réaction de Tarek Aziz. Est-ce qu'elle peut être différente ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Apparemment, jusque-là, on vient de faire le tour, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que ce discours de Saddam Hussein était pour le moins inattendu. On savait que le personnage était un peu, disons, original, ou qu'il a des idées très arrêtées. Mais on pouvait penser aussi, peut-être, ce que M. Estis disait tout à l'heure d'ailleurs, qu'il avait fait deux discours encore une fois, c'est-à-dire Tarek Aziz est porteur d'une réponse relativement positive, et probablement, Jacques Abouchar a dit, il n'y a pas eu de contact entre Bush et Gorbatchev, mais probablement ça se discute, parce que Gorbatchev tient à son plan, il tient à l'imposer et qu'il peut l'accepter. Ce n'est pas tellement Saddam Hussein, ce sont les Américains, puisque Saddam Hussein a déjà dit, moi je suis prêt, enfin dans la résolution, à appliquer la résolution 660, c'est-à-dire à me retirer du Koweït. Donc, à partir de là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il faut attendre ce que va dire M. Tarek Aziz. Je dois dire que les commentaires qu'on entend jusqu'à présent et qu'on voit laissent plutôt pessimistes ce soir. Mais vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors que les tractations diplomatiques se poursuivaient entre Bagdad et Moscou, les forces de la coalition ont poursuivi leurs raids aériens contre les positions irakiennes. Ce fut notamment le cas pour les Jaguars français et les avions américains ont commencé à larguer des bombes de 7 tonnes sur l'île koweïtienne de Failaka. Et puis les affrontements terrestres se sont intensifiés. Pour la première fois, en effet, les troupes alliées ont franchi la frontière saoudienne et fait des incursions en Irak et au Koweït. L'armée américaine a soumis les blindés et l'infanterie irakienne aux plus intenses opérations de tir depuis le début de la guerre. Le témoignage de l'un de nos envoyés spéciaux près de la frontière saoudienne, Jérôme Bonny. La nuit dernière, à 3h du matin, 2 missiles irakiens Frode sont tombés sur Safania, à 70 km de la frontière koweïtienne. L'un d'eux a touché des positions sénégalaises. Il y aurait 8 blessés. La cible de ces missiles était peut-être une importante
bombardements. Hier et aujourd'hui, les convois militaires américains se rendant vers la frontière semblaient un peu moins nombreux qu'à l'accoutumée, comme si le dispositif était prêt pour l'attaque terrestre dont le développement est suspendu au résultat des dernières dimanches diplomatiques. Et l'on a appris ce soir que 7 soldats américains avaient été tués dans un accident d'hélicoptère en Arabie Saoudite. L'accident s'est produit alors que l'appareil essayait d'atterrir par mauvais temps. Les accrochages au sol ont donc effectivement commencé, mais nombreux sont ceux qui attendent maintenant la véritable offensive terrestre. Elle ne pourra bien sûr se dérouler de façon optimale que si certaines conditions météorologiques sont assurées. Et les vents de sable qui se sont levés cette semaine sont l'un des éléments pris en compte par les experts militaires. Les explications de Patrick Esther. Dans les jours qui viennent, avec la fin de l'hiver, les risques de vents de sable vont augmenter. En soufflant entre 20 et 50 km/h, ces vents peuvent emporter des tonnes et des tonnes d'un sable extrêmement fin qui se glisse partout, s'incruste dans les vêtements, rend les gamelles de nourriture inconsommables, complique la vie, démoralise les soldats. Le matériel lui-même souffre. Il faut dépoussiérer inlassablement les filtres, démonter et remonter la mécanique, nettoyer avec soin les optiques, multiplier les heures de maintenance et puis surtout s'assurer constamment de la propreté des fûts des canons et des fusils. Pour les hélicoptères et les avions, c'est encore pire. Les pales des rotors et des turbines s'usent très rapidement. Toutefois, ce vent de sable n'empêche pas la poursuite des vols, y compris au radar. La détection radar, ça peut la dégrader, sans aucun doute, mais pas l'annuler, à moins d'avoir un vent de sable extrêmement fort. Mais d'une façon générale, la réponse est non. En revanche, ça dégrade les performances de l'optronique, c'est-à-dire ce qui permet de voir la nuit, et également ça dégrade les performances des missiles qui visent des sources d'infrarouge, bien sûr. Pourtant, en cherchant à gagner du temps, Saddam Hussein commet peut-être une erreur. Que le dispositif irakien aujourd'hui, il est déjà aveugle, et avec le vent de sable, il le sera encore plus. Alors que du côté des Alliés, ceci ne va pas les empêcher de poursuivre les actions de matraquage avec des missions de bombardement surcoordonnées, puisque les positions irakiennes sont connues, par B-52, par artillerie, par avion de combat et par lance-roquettes multiples. La météo n'est donc pas forcément le meilleur allié de Saddam Hussein. Et selon des documents du Pentagone, le coût de la guerre pour les Américains serait évalué pour une année fiscale complète entre 58 et 77 milliards de dollars. Voilà donc pour cette page consacrée à la guerre du Golfe. Bien sûr, nous la rouvrirons dès que nous aurons des informations en provenance de Moscou. Sur les marchés financiers, c'est toujours la tension et l'attente. À Paris, la bourse a affiché une hausse aujourd'hui en clôture de 0,98%. Mais à New York, Wall Street a terminé en baisse. Florence Duprat. Wall Street a réagi avec beaucoup de modération au discours de Saddam Hussein. Claire, le Dow Jones a évolué en dents de scie toute la journée, mais finalement, ce soir, il clôture sur un léger retrait, moins 0,25%, soit moins 7,18 à 2891 points. L'activité s'est un petit peu tassée, 180 millions de titres ont été échangés. Les espoirs d'une solution diplomatique sont de plus en plus minces, mais le marché résiste plutôt bien. Il faut dire que depuis quelques jours déjà, les boursiers anticipent une offensive terrestre. Sur le marché des changes, la détermination de l'Irak a jeté un froid. Ce soir, en clôture, le dollar perd quelques fractions et il cote 5 francs 0,735, un Deutsche Mark 49,15 et 131 yens 28. Même réaction sur le marché des métaux précieux. À Londres comme à New York, l'or perd de son éclat. Et aux États-Unis, ce soir, l'once plonge de $2